bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette conférence de presse d'annonce des résultats des performances de l'assurance vie de la MACSF. Tout d'abord, je vous adresse mes meilleurs vœux et je vous présente nos intervenants de ce matin. Alors, dans l'ordre des interventions, au centre, Stéphane Dessirier, directeur général du groupe MACSF. À sa gauche, Guillaume Rosenwald, directeur général de MACSF Épargne Retraite. À sa droite, Éric Dubos, directeur financier du groupe. Et ensuite, Roger Cagnard, directeur financier également. Et à l'autre bout de la table, vous avez Éric Bertrand, directeur d'immobilier. Donc, nous allons commencer tout de suite peut-être par présenter le plan du déroulé. Peut-être si vous voulez faire passer le premier slide. Hop. Hop, voilà. Voilà, donc vous avez eu les intervenants. Là. Donc, nous allons commencer par vous présenter les principaux chiffres, puis la performance du fonds en euros et ensuite les performances des unités de compte et les nouveautés 2024 qui sont apparues en 2024. Donc, Stéphane Dessirier, je vous laisse la parole pour l'introduction. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Merci à ceux qui nous rejoignent en vidéo. Et je profite de l'occasion, bien sûr, pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour l'année 2025. Souhaitons-nous un monde un peu plus apaisé. C'est pas beaucoup demandé, mais c'est pas gagné pour autant. Alors, quelques mots sur 2024. 2024, en regardant les slides, je me suis dit c'est quand même une année qui est en trompe-l'œil. En trompe-l'œil, pourquoi parce que si on regarde les marchés, par exemple, le marché américain a très bien performé, mais si on retire un titre qui est Nvidia, eh bien, le marché américain, il fait comme le marché européen. Le marché européen, il s'est bien comporté, mais si on regarde le CAC 40, le CAC 40 a fait moins 3,5%, donc il a fini dans le rouge. Sur les marchés des small et mid cap, l'année a quand même été très décevante. Sur le marché immobilier, eh bien, on est quand même en crise, même si cette crise est gérée, on y reviendra. Et puis sur le private equity, eh bien, c'est quand même une année blanche où il ne s'est rien passé. Il y a eu très peu de sessions. Et dans ce contexte qui est contrasté, comme vous le voyez, eh bien, ce qu'il faut retenir de la présentation qu'on va vous faire ce matin, c'est la performance. Parce que avec cet environnement pas forcément favorable, eh bien, je crois que la MACSF fait une très très bonne année. Alors, très bonne année sur le fonds euro, avec un actif général qui affiche un rendement de 3,5%. Très bonne année sur les UC. Pratiquement toutes nos UC sont dans le vert. On vous le présentera également. Très bonne année sur nos profils. La hiérarchie des profils est respectée. Le profil dynamique fait mieux que l'équilibre, qui fait mieux que le sérénité. Et avec, là encore, des rendements qui sont très très significatifs. Donc voilà, une année 2024, encore une fois, de très très bonnes performances pour la MACSF, et c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer durant cette matinée. Alors si on regarde maintenant la croissance, eh bien, le groupe MACSF ne fait pas que de l'épargne retraite, même si la matinée sera consacrée à cette thématique. Mais vous voyez qu'on est en forte progression, toujours en forte progression sur nos activités IARD, puisque on est passé en 2022 de 752 millions à 807 en 2023 et 847 en 2024. Une collecte qui se maintient à un niveau très important. On avait battu tous nos records en 2023. Vous voyez que cette année, il y a un très léger tassement. Mais néanmoins, le chiffre d'affaires global de la MACSF, et c'était pour nous l'objectif de l'année, se maintient au-delà des 3 milliards d'euros. Et c'est maintenant devenu la référence pour nous en termes de chiffre d'affaires, c'est 3 milliards d'euros.
Alors on va regarder plus précisément sur l'épargne et la retraite. C'est bien le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui. Et donc ce que vous voyez donc sur le graphique de gauche, ben, c'est l'évolution de notre collecte et donc avec notre collecte brute. Donc avec une croissance ben, qui se confirme et qui est vraiment très très régulière sur la retraite. En fait, nos sociétaires ne sont pas encore tous bien équipés en produits de retraite et on continue ou à les équiper ou à reprendre l'équipement qu'ils avaient malheureusement pour eux ouvert chez des concurrents. Et, euh, et alors en vie, bah, vous voyez notre tendance hein, de croissance que nous avons bien repris après les années Covid, hein, et donc bah, qui se confirme cette année. Alors tout ça nous amène à une bonne croissance de l'encours total. Donc là, on passe vraiment à la croissance de l'encours, donc l'effet du net en fait. Et donc, ben, vous voyez que sur la retraite, ben, on est en très forte croissance de l'encours. En fait, on a l'effet à la fois bon, l'effet passage en rente et puis l'effet sortie en capital est beaucoup plus faible que les versements chez nous, en fait. Et on a en particulier beaucoup de sorties en capital fractionné, en fait, ce qui fait qu'il n'y a pas, c'est pas brutal, en fait. Et vous voyez ben, qu'après 3 années dans la période post-Covid de relative stabilité de l'encours assurance vie, on est reparti sur une tendance nette de croissance et que l'on compte bien prolonger dans les années prochaines. Alors le rendement du fonds euro, c'est ce que tout le monde attend en général. Donc vous voyez que le rendement du fonds euro cette année, il sera de 3,10%, c'est-à-dire identique à celui de l'année dernière, dans un marché qui est attendu autour de 2,50%. Et donc ce 3,10 eh bien, confirme en fait la surperformance du fonds euro de MACSF sur le long terme et aussi sur l'année 2024. Voilà. Alors, bah, comme l'a dit Stéphane, enfin, personnellement, je ne m'étais pas privé tout au long de l'année de répéter cette promesse. On disait bien qu'on avait bien l'intention de maintenir le taux et donc nous l'avons fait. Alors, quelque chose de très très important pour nous, pour nos sociétaires, pour nos adhérents, nous avons toujours et encore, et c'est vraiment une de nos marques de fabrique, une distribution égalitaire sur tous les contrats, toutes les générations d'épargnants qu'ils viennent de verser ou qu'ils avaient fait leur dernier versement il y a 35 ans. Donc, pour nous, le produit d'assurance vie, il faut en euros et un produit de placement collectif sur lequel il faut faire jouer à plein la solidarité intergénérationnelle et il faut que toutes les générations profitent des placements qui ont été faits à tous les moments. Et donc, c'est quelque chose qui nous paraît primordial et que nous continuons à mettre en application, même si on est de plus en plus isolé sur le marché dans cette politique égalitaire. Donc, un rappel, donc c'est sur l'ensemble de l'encours du fonds en euros, plus de 23 milliards d'euros. Comment on arrive à nos rendements nets, d'une part par des produits financiers de bon niveau, et d'autre part, il faut le rappeler, avec des frais sur encours de 0,50 seulement, donc parmi les plus bas du marché. Donc c'est aussi une de nos caractéristiques. On le verra tout à l'heure, on tient à une innovation régulière. Tous les ans, on a une ou deux nouvelles UC bien
bien ciblés sur la conjoncture et qui rendent service à nos adhérents. Et puis, autre point important, sur toute notre gestion d'actifs internes, ça ne nous interdit pas d'acheter quelques OPCVM, bien sûr, dans certains domaines très pointus comme les infrastructures, mais notre gestion d'actifs est totalement interne. Notre fonds en euros est géré en interne, ce qui nous permet beaucoup de souplesse et ce qui nous permet, vous le verrez tout à l'heure, maintenant de prendre des engagements sur la partie durabilité, qui est juste sur la partie durabilité de nos profils, en fait, ce qui est juste impossible quand les profils sont pilotés par des externes qui ne sont pas outillés pour prendre ce type d'engagement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors là, maintenant, nous allons ouvrir un peu le capot de la gestion financière avec Roger et Eric. Et je vais commencer sur ce slide pour la diversification du fonds en euros, là maintenant sur les 23 milliards. Il faut noter, premièrement, que nous avons toujours une part importante d'obligations, ça c'est vrai chez tous les assureurs. Une de nos spécificités, c'est qu'on a une très grosse diversification à côté et que la part obligataire est beaucoup plus faible que chez la plupart de nos concurrents. On est autour des 70%. Et qu'une autre spécificité, mais ça fait très longtemps, cette part obligataire est surtout composée d'obligations corporate, financières ou non financières. Là aussi, on a on a assez peu d'emprunts d'État. C'est ce qui nous différencie de nos pairs. Donc, voyez, 70% d'obligations. À noter une poche monétaire qui... Alors là, vous avez les chiffres de novembre, hein, donc on était à 1%. On avait racheté un peu, mais on finit l'année avec pas mal de cash en portefeuille. On n'est pas loin des 3%. Et là, c'est à peu près identique aux autres assureurs. Et puis, donc, une diversification importante, très importante, sur les actions non cotées. On est à 10%, qui représentent maintenant une part plus importante que les actions cotées en portefeuille. L'immobilier, à 6%, et puis après, des OPCVM diversifiés et des participations, mais voilà, ça représente largement maintenant une part assez conséquente de nos investissements. Voilà, donc sur la contribution de ces différentes classes d'actifs pour obtenir les 3-10, on vous fait chaque année l'exercice pour un peu analyser la façon dont on parvient à ce résultat. Ce que vous constatez, c'est une amélioration sur la partie obligations à taux fixe, parce que des montants très importants ont été investis en obligations à taux fixe à des taux plus élevés. Donc on constate la révolution, c'est en progression la barre verte par rapport à l'année dernière. Et puis après, c'est bien réparti. On a profité d'un marché action qui a été une bonne partie de l'année bien orienté, même si on a un biais action française. Stéphane en parlait, le biais action française n'est pas forcément très favorable cette année, mais malgré tout, il y a une contribution importante. Et puis après, vous avez le non-coté, toutes les catégories d'OPCVM, l'immobilier, tout a contribué, ce qui fait qu'au final, la reprise de PPE est extrêmement limitée cette année, puisque pour obtenir ces 3,10, on a seulement 10 centimes de reprise sur la PPE. Alors sur ce graphique, on a repris le niveau de l'inflation. Donc là, vous l'avez, c'est la courbe verte. On l'a tiré depuis 2005. Donc on constate, c'est l'inflation qui a augmenté quand même sur les années 2021-2023 avec un pic en 2022. Mais globalement, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que on bat largement, le fonds euro bat largement l'inflation depuis très longtemps et à nouveau cette année. Donc avec une inflation, là j'ai mis 1,40, c'est l'inflation, c'est l'INSEE qui devrait donc sortir sur décembre. Elle a augmenté un peu ces derniers mois parce que c'est surtout le pétrole, l'énergie, qui tire un peu l'inflation. Mais bon, globalement, on devrait rester en tout cas sur des niveaux inférieurs à 2%. Bon, malgré, on verra ce que fait M. Trump
et l'effet inflationniste qu'aura ces politiques, que ce soit de taxes douanières ou d'immigration. Ça jouera certainement un peu chez nous, mais globalement, l'inflation sera assez contenue, on peut dire sous les 2%. Je vous ai mis aussi le taux du livret A, c'est la courbe rose qu'on a tirée sur 2025. Donc ce matin, Éric Lombard, notre nouveau ministre des Finances, a annoncé que le taux allait baisser à 2,5 en février. Voilà. Et on peut même penser qu'avec les futures baisses de taux de la BCE, on aura un taux du livret A en fin d'année 2025 autour de 2. Voilà, mais donc on a une décroissance. Et du coup, en courbe rouge, vous avez le taux du RES, du fonds en euros, et vous voyez que depuis, sur le graphique depuis 2005, on a largement battu et l'inflation et le livret A. Alors là, là maintenant, c'est un peu la cuisine, côté cuisine sur l'obligataire. Sur ce graphique que j'ai aussi tiré sur quelques années, je voulais vous montrer quelques points. Le premier, c'est les obligations achetées. Donc ça, c'est la courbe verte, toutes ces 10 dernières années globalement. Et vous rappelez qu'on a eu quand même des taux très très bas. C'est depuis, entre 2014, on va dire, et 2021. Vous voyez que nos obligations qu'on a achetées en portefeuille étaient inférieures à 2%. Hier, on regardait, mais le taux 10 ans en 2020, on était à moins 0,34 sur l'OAT française. Donc voilà, on a un stock, comme tous les assureurs, qui tourne sur des taux relativement bas encore. Et puis, depuis 2024, c'est le titre, la remontée des taux est une opportunité. Enfin, depuis 2023, même 2023 était aussi une bonne année pour nos achats. Vous voyez que la courbe verte remonte et on a rentré en portefeuille des obligations autour de 4% cette année. Donc, on a fait un peu plus de 3,80 de taux à l'achat. Et pour vous donner un ordre d'idée, de grandeur, on a acheté 4 milliards, un peu plus de 4 milliards de papier, d'obligations. Ensuite, vous avez les obligations, ça c'est très important aussi, donc, qui arrivent à maturité, c'est la courbe rose. Vous voyez que les obligations qui arrivent à maturité, les taux sont très bas maintenant, on est autour des 2%. Donc on va avoir un effet relutif assez important sur le portefeuille pour ces prochaines années, qui nous permettra d'avoir une poche obligataire sur le fonds euro qui aura des rendements assez sympathiques. Et puis, vous avez en rouge le taux qu'on distribue sur le fonds euro, donc 3,10, comme l'a appelé Stéphane. On l'a maintenu cette année. Et donc, globalement, vous voyez qu'on devrait normalement tenir sur ces niveaux, plus ou moins, mais pour ces prochaines années. Un petit point rapide sur le modèle qu'on utilise. Donc, vous le savez, on a à la fois des actions, du non-coté et puis des OPCVM. Donc, en fonction du contexte de marché, on fait contribuer différemment. Donc, 2022, pour mémoire, ça avait été une année très défavorable sur les marchés cotés. Et donc, on avait une contribution importante des plus-values réalisées sur le non-coté. En 2023, dans un environnement de marché plus favorable, on va dire que c'est plutôt les actions cotées qui avaient contribué, même si on a eu un peu de non-coté et d'OPCVM. Et puis pour cette année, ce que vous voyez, c'est que ça tente à s'équilibrer dans un environnement qui a globalement été flat. Sur la partie action française, on a quand même dégagé pas mal de plus-value. On en a réalisé également dans le non-coté. Puis on a fait plus contribuer tous nos OPCVM dans toutes les catégories d'OPCVM qu'on gère, que ce soit sur les taux, sur les diversifiés, sur les actions de pays émergents. Et donc, on a bien un modèle qui permet d'aller chercher de la performance dans les différentes classes d'actifs. Alors, bonjour à tous, tous mes voeux pour cette nouvelle année 2025. Donc, comme l'a précisé Stéphane dans son introduction, l'année 2024 n'a pas été une année exceptionnelle pour l'immobilier. Néanmoins, pour le groupe MACSF, l'immobilier tire son épingle du jeu dans la mesure où on arrive à maintenir en fait l'intégralité du portefeuille sous gestion au-dessus de la barre des 2 milliards d'actifs sous gestion.
Ceci s'explique par plusieurs facteurs. Le premier, c'est que nous avons 90%, un peu plus de 90% de nos actifs qui sont en gestion directe, donc sur lequel nous avons la main et que nous pouvons travailler en direct. Le second facteur, c'est que plus de 50% de ces actifs sont situés à Paris, Paris intramuros, et que d'une manière générale, notre portefeuille est diversifié. Hein. La partie immobilier tertiaire et principalement bureau aujourd'hui, qui est un tout petit peu compliqué, notamment en périphérie, représente une part relativement faible de notre portefeuille. Voilà, et donc comme on l'avait indiqué l'année dernière, on a travaillé en 2024 énormément sur ce portefeuille en réalisant des actions au niveau du property management et puis de l'asset management sur la partie premier semestre de 2024, et ce qui nous a permis d'aller au marché sur le second semestre et puis de céder dans des conditions agréables à un certain nombre de nos actifs après le travail qui a été réalisé. Donc c'est ce qui explique principalement la performance de notre activité sur 2024. Si on se projette sur 2025, on n'attend pas nécessairement une année spectaculaire en 2025 et on a l'intention de poursuivre les actions que nous avons menées en 2024 qui ont été plutôt positives, et si les opportunités le permettent, bien d'acquérir dans la mesure où nous n'avons pas fait d'acquisition sur 2024. Ce qui veut dire que les 2 milliards d'actifs qui ont été maintenus sur 2024 sont à périmètre constant, soustraits des cessions qui ont été réalisées. Voilà. Alors, un petit focus sur l'ISR. Le titre, les engagements de transparence et de durabilité. C'est vrai que on a renforcé encore cette année la transparence sur nos reportings. On a notamment mis en place toute la base d'extra financiers. Donc sur nos portefeuilles, c'est ligne à ligne aujourd'hui sur l'ensemble de nos actifs, alors surtout cotés. Et on le fera l'année prochaine, cette année sur le non-coté, on va essayer, mais en tout cas sur le côté, on arrive à remonter une grande partie des données extra-financières qui nous permettent donc d'avoir des portefeuilles plus transparents et de pouvoir dire qu'on a investi à aujourd'hui sur l'ensemble des portefeuilles du groupe MACSF un peu plus de 2 milliards d'euros pour le monde de la santé et 4 milliards d'euros sur le dérèglement climatique. On a aussi, on prend des engagements, hein, donc là c'est plutôt par rapport à notre article 29 LEC. Et nos engagements, c'est pour 2025, c'est de détenir 25% de la poche obligataire. L'année dernière, on était à 15%. Donc 25% de la poche obligataire en obligation d'entreprise ou d'État ISR. Dont au minimum 80% d'obligations vertes. Alors vous allez me dire, ça monte beaucoup de 15 à 25, mais c'est parce qu'on a acheté cette année beaucoup plus d'emprunts d'État que de crédits, et on va continuer certainement à le faire cette année. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait, par rapport à nos pairs, une différence sur notre allocation, on avait plus de crédits. Donc là, le niveau des taux nous permet de revenir un peu plus sur les emprunts d'État. Et quand on achète des emprunts d'État, on les achète souvent vertes. Donc ça monte fortement notre poche d'obligations vertes. Donc ça, c'est un premier engagement. Et puis, par rapport à la réglementation SFDR, comme le notait tout à l'heure Guillaume, c'est vrai qu'on a, en matière de pourcentage d'investissement durable, pris des engagements dont on va vous reparler, Guillaume. Sur ce sujet d'ISR, je voulais aussi vous dire, parce que j'avais fait pas mal de tables rondes cette année, et on a un vrai sujet donc de mise en place de l'ESG dans nos investissements.
Mais c'est vrai que là, chez tous les assureurs, on a quand même un sujet de réglementation qui est quand même très complexe entre l'article 29, CSRD, SFDR, et on compte beaucoup sur le projet de législation, la omnibus de Madame von der Leyen pour simplifier tout ça cette année. En tout cas, tout ce qui concerne la taxo, CSRD ou C3SD. Mais c'est vrai qu'il y a une grande complexité, c'est très lourd à mettre en place. Et puis, il y a aussi un point sur la qualité de la donnée. Déjà, remonter la donnée, ce n'est pas évident, mais en plus, la qualité, et là, c'est vrai sur tous les sujets ESG, hein, que ce soit l'empreinte carbone, la taxo, la biodiversité. Donc, on travaille, mais c'est vrai que ça a un coût financier et humain, mais c'est assez long. Et je pense que ces prochaines années, on va arriver à se stabiliser, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Voilà sur l'engagement ce que je voulais dire. Voilà, donc les performances des profils, en plus des performances du fonds en euros. Le fonds en euros, vous avez le résultat, c'est 3,10. On maintient cet engagement de transparence vis-à-vis de vous. Hein, donc chaque année, on donne les résultats de nos profils. Ce que peu d'assureurs font, et vous voyez que sur Sérénité, Équilibre, Dynamique, des profils qui sont détenus par environ la moitié de nos assurés, on a bien une hiérarchie qui est respectée en termes de performance, avec 4,02 sur Sérénité, 4,65 sur Équilibre et 7,20 sur Dynamique, qui profitent en fait du choix des actions américaines dans ce profil où il y a une exposition action plus importante. Et à côté de ça, un chiffre important à retenir, on fait le calcul également chaque année, et c'est évidemment un point de satisfaction, quand on regarde l'encours de la totalité de nos unités de compte pondérées par les montants détenus par les assurés, on voit qu'en moyenne, nos assurés ont obtenu une performance avec nos unités de compte de 7,80, ce qui est évidemment également un motif de satisfaction. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, le fait que l'on gère en interne nous permet nos profils d'investissement, nos profils pilotés, nous permet bien sûr de les gérer de manière traditionnelle, pour une bonne diversification financière, en optimisant l'espérance de gain par rapport au risque, mais nous permet aussi maintenant de prendre en compte des critères de durabilité dans le choix des unités de compte que nous mettons dans nos profils pilotés. Donc c'est quelque chose d'important. Alors, vous avez dû l'observer, les gestionnaires, les sociétés de gestion d'unités de compte, elles sont passées, je vais caricaturer, mais elles sont passées d'un extrême à un autre. À un moment, au début, quand on a commencé à parler de ça, il y avait, elles prétendaient avoir pris des engagements assez extraordinaires. Il y avait des taux très élevés d'investissement vert qui apparaissaient. Elles se sont pris de baffes d'associations spécialisées pour greenwashing, et maintenant, elles sont au contraire très prudentes en fait. Et donc, elles sous-estiment plutôt pour le moment leurs engagements verts. Elles vérifient bien. Et c'est pour ça que nous-mêmes nous sommes obligés d'avoir des engagements réels, mais des engagements qui peuvent paraître encore assez modestes, même si on est les seuls à les avoir, je pense, sur le marché, mais qui sont tout à fait significatifs quand même. Et donc, sur l'assurance vie, on peut prendre des engagements là pour l'année. On espère bien les augmenter l'année prochaine sur chacun des profils. Alors, au niveau du profil Sérénité, on est au même niveau d'engagement que sur le fonds en euros, mais on est sensiblement plus élevé sur le profil Équilibre et Dynamique par un choix d'unités de compte qui non seulement sont performantes financièrement, mais qui aussi sont performantes du point de vue durabilité. Sur le produit de retraite, sur le reste retraite, le PER, on a les mêmes niveaux d'engagement sur le fonds en euros et sur le profil le plus prudent. Et on a là aussi
des niveaux d'engagement sensiblement plus élevés sur l'harmonie et sur le tonus. Alors, on n'a pas voulu être trop compliqué dans la présentation, donc les niveaux d'engagement correspondent au moment de la plus grande sécurisation. On est en réalité un peu plus au-dessus, longtemps avant la retraite, en fait. Mais bon, ça serait un peu compliqué de prendre des engagements année par année. Donc, on a pour le moment voulu rester simple. Et donc, c'est important parce que ça nous permet suivant la sensibilité de nos adhérents à la durabilité, de les orienter et de leur donner une information sur leur situation, en particulier pour tous ceux qui choisissent de rester en profil piloté et qui y sont depuis des années. Alors, on va maintenant passer au tableau des performances complètes sur nos 24 supports, hein, donc 24 seulement. Donc, depuis l'origine, en 1998, on a toujours le même discours. On a souhaité une gamme simple, complète et performante. Donc là, vous retrouvez tous nos supports. Il y a beaucoup de verts. C'est une année agréable à présenter. Tous nos supports dans les fonds patrimoniaux ont de très bonnes perfs. On en a 3 sur 4 qui ont des perfs entre 6 et 7. Nos fonds de convertibles, nos fonds à échéance qui ont tous les 3 très bien marché. On y reviendra. Sur les fonds d'action thématiques, beaucoup de motifs de satisfaction sur les plus gros supports de la gamme. Hein, nos 2 fonds phares, Top Dividende et Pictet, qui ont de très bonnes performances. Quelques déceptions quand même en rouge. Notamment une, c'est notre fonds de transition énergétique, mais ça ne vous étonnera pas, le contexte n'a pas été favorable aussi bien sur le plan opérationnel pour les sociétés du secteur qu'avec l'élection de Donald Trump qui a conduit les investisseurs à s'interroger sur la poursuite des projets. Un recul très limité pour le fonds Medi Immobilier sur des actions immobilières cotées, finalement, il ne s'en sort pas si mal. Et puis une déception sur Insertion Emploi Dynamique, un fonds qui a 10% sans but lucratif, mais qui sur la poche action cotée, malheureusement, n'a pas fait de très bonne performance. Des performances exceptionnelles en revanche sur certains supports, en particulier sur le fonds d'action américaine qui, une fois de plus, se classe parmi les tout meilleurs. Une très bonne perf sur nos fonds actions pays émergents. Nos fonds actions européennes aussi s'en sortent très bien. Et puis des perfs satisfaisantes sur nos supports non cotés. On y reviendra. Voilà, alors un petit focus sur les nouveautés de l'année. On avait déjà un support de dette privée qui avait été créé il y a maintenant plus de 3 ans avec Tikehau, qui s'appelle Tikehau Financement Entreprise. On a décidé d'en proposer un deuxième à nos assurés, cette fois toujours sur de la dette privée, mais vraiment avec un axe complètement différent, puisque Tikehau Financement Entreprise, il s'agit de financer du direct lending, c'est-à-dire de prêter de l'argent à des fonds qui eux-mêmes rachètent des ETI ou des PME. Là, on est sur un financement directement auprès des fondateurs et des dirigeants. Et on a fait ça avec Andera Acto, le grand spécialiste de la classe d'actifs. Et on pense qu'on pourra, là aussi, proposer des rendements très attractifs, sans doute à terme supérieurs à ceux de Tikehau. Mais on verra, pour l'instant, on est plutôt dans la phase de montée en puissance. Enfin, pour conclure, un petit rappel, hein, puisqu'on a toujours cette idée d'être très opportuniste dans les produits qu'on propose à nos assurés et de profiter de l'environnement de marché. Donc, le constat depuis maintenant plus de 2 ans, c'est cette hausse des taux. Donc, on a proposé à la fois de la dette privée pour que nos assurés bénéficient de la hausse des taux, mais on leur a également proposé des choses très simples avec les équipes de Luc et Samy. On a rapidement proposé pour nos assurés des fonds à échéance et les 3 ont rencontré un grand succès. Donc, vous les avez là, on les a lancés au fil de l'eau presque, le 2028, le 2030, le 2032, toujours avec Edmond Rothschild. Et on atteint maintenant une collecte de 800 millions d'euros sur une proposition extrêmement simple, un risque bien maîtrisé, donc 50% d'investment grade dans chacun de nos fonds. Et puis une proposition de rendement net généralement supérieure à 4% qui séduit nos assurés. Voilà. Place à vos questions. Alors, peut-être on peut prendre une première question dans la salle. Sinon, il y en a plusieurs déjà en ligne sur la provision pour participation aux bénéfices. Est-ce qu'il y a une première question dans la salle? Sinon, je commence. Alors, on nous demande notamment la provision pour participation aux bénéfices en pourcentage de rendement. Je ne sais pas qui veut prendre cette question. Oui, sur
Sur le stock de provisions de participation aux bénéfices, de tête, on était en 2024 à 3,6%. Donc là, on va être dans les 3-5% à peu près. On est donc toujours à un niveau qui nous laisse pas mal de réserves pour les années à venir. On nous demande si on a mis en réserve une partie du rendement en 2024. Non. D'accord. Sur la PPB, on nous redemande si on a puisé dans la PPB cette année. Donc, comme absolument, on peut le redire peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà. Donc de 0,10. De manière assez congrue. Oui, assez congrue. Oui. Voilà, donc on le voit sur le graphique qui s'affiche à l'écran. Donc on a puisé 0,10. On nous demande alors sur le taux de rendement du fonds en euros du PER. Ah oui, alors le taux de rendement du fonds en euros du PER est le même, en fait, à 3,10. Alors on n'est pas rentré dans l'étape, il n'est pas constitué exactement de la même façon, mais on arrive au même niveau. Il y a aussi une question sur le rendement financier du fonds en euros en 2024 avant retraitement pour arriver au 3,10. C'est ça, en fait. Le rendement financier, le rendement financier du fonds en euros. Le rendement d'actifs, il est de 3,44, je crois, de mémoire, à peu près. Et donc, pour arriver au 3,10, on a une contribution de la PPE de 0,10, ce qui nous amène à 3,10. Le rendement de l'actif étant de, encore une fois, 3,5 à peu près. Est-ce qu'il y a une question peut-être dans la salle? Oui. Oui. Bonjour. Petite question alors, qui n'est pas d'ordre financier, mais qui sur un sujet un petit peu qui me semble contre-intuitif. Quand vous parlez du minimum d'investissement durable, responsable dans vos supports d'investissement, en fait, ce minimum d'investissement augmente au fur et à mesure qu'on prend plus de risques. C'est bien ça? C'est-à-dire que quand on est sérénité, on a 12%. Je ne sais pas si on peut remettre le slide à l'écran. Et quand on monte après dans les engagements, on est en dynamique à 20%. Et ma question est la suivante. Pourquoi une telle différence? Puisqu'après tout, vous disiez que vous aviez, je crois, 80% d'obligations vertes. Donc, a priori, il ne devrait pas y avoir de différence entre les supports d'investissement eux-mêmes sur ce niveau d'engagement. Oui, alors c'est totalement dû au stock, en fait, et au stock obligataire. On a un stock très important d'obligations de moyen terme et de long terme, à une époque où on ne parlait même pas encore de durabilité, en fait. Et donc, et c'est pour ça que ça va croître régulièrement sur le fonds en euros et sur les profils non risqués. Mais pour le moment, il y a beaucoup plus de dynamique dans les nouveaux investissements sur des unités de compte, sur des unités de compte action, etc., et même sur des unités de compte obligataires que notre possibilité de verdir le stock, en fait. Très bien. Donc ça veut dire qu'à terme, normalement, tous les supports seront à peu près au même niveau. C'est ça qu'on peut espérer. Ah bah c'est ce que l'on peut espérer. Et c'est même ce que l'on doit espérer, parce que ça voudra dire qu'il n'est pas plus risqué d'investir dans le vert que d'investir dans le brun, en fait. Une autre question dans la salle? Oui, bonjour. Moi, j'avais donc une question sur les UC préférés, les catégories d'UC préférées en 2024. Et ce que vous pensez qui va bien marcher début 2025, et aussi la proportion du fonds en euros dans la collecte en 2024, et qu'est-ce que vous pensez est-ce que ça va continuer en 2025? Alors, moi, les UC préférés... Alors, sur les UC... C'est ton usine, ça. les UC préférés, on vous en a un peu parlé. C'est-à-dire que dans un environnement où on a eu une hausse des taux, nos assurés ont été très séduits par deux types de propositions. Les fonds à échéance, on en a parlé, 800 millions d'euros de collecte à date. Donc,
cette espèce d'opportunité de marché pour constituer des portefeuilles qui sont détenus jusqu'à l'échéance et qui permettent d'offrir des taux de rendement net supérieurs à 4% pour nos assurés, ça a beaucoup plu. Et ça fait combien en proportion? Voilà. Aujourd'hui, ça fait 800 millions d'encours sur 6,5 milliards d'UC. Mais c'est 800 millions collectés sur un peu plus d'1 an. Donc c'est un vrai gros succès parce qu'on en a lancé 3 sur une période assez rapprochée. Et puis le deuxième gros succès, toujours dans ce contexte pour profiter de la hausse des taux, c'est nos 2 supports de dette privée, que ce soit Tikeo Financement Entreprise ou Andera Dette Privée. Là aussi, hein, on a des fonds qui ont séduit nos assurés parce que ça permet de profiter de la hausse des taux. Ce sont des produits qui sont Euribor plus marge, donc qu'on bénéficiait de la hausse de l'Euribor et puis qu'on bénéficiait également de marges de crédit intéressantes, que ce soit pour Tikeo Financement Entreprise ou pour Andera Dette Privée. Donc dans l'environnement actuel, et on essaye d'être très opportuniste, évidemment tous les produits qui bénéficiaient de la hausse des taux ont rencontré un grand succès, c'est logique. Et la proportion du fonds en euros en 2024, c'était combien à peu près dans la collecte? Alors, dans la collecte, ça de... 30. Ouais, Autour de 30%. la collecte nette. Ah, net ou brut? Brut ou net, oui. Brut, je sais pas, brut. Ah bah, Brut, c'est 34, je crois. Quelque chose comme ça. 34%. Je crois qu'il y avait une slide qui Ouais. la montrait. Et où? Je suis pas sûr. Elle est au début, non? Non, je crois pas. Je crois pas, non. Non? On voit la... Non, je crois que ça doit être 34%. Et aujourd'hui, les UC représentent 23% de l'encours à peu près. Oui. C'est 34% de part du C et 23% de l'entour. Et dans la collecte, effectivement, et dans la collecte nette, dans l'évolution de l'encours, il est très largement porté par les UC, mais il est positif en euros. Mais il est très largement porté par les UC, tout simplement parce que les sorties liées à des décès sur des très vieux contrats sont encore beaucoup en 100% euros. Pour revenir sur ce que disait Roger, hein, je pense que ce que cherchent les sociétaires aujourd'hui, hein, c'est des produits qui ont une faible volatilité. Ça, c'est très important, qui sont peu corrélés à l'évolution des marchés et qui ont un rendement un peu supérieur au rendement du fonds euro. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à développer. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers des fonds comme Edmond Rothschild, comme la dette privée ou comme la dette mezzanine avec Andera. C'est vraiment ça qui est recherché aujourd'hui. On nous demande de revenir, de repréciser notre politique de distribution. On a parlé d'une politique égalitaire. Est-ce que cela signifie que vous ne mettez pas en place de bonus de rendement pour les versements effectués en 2025 sur le fonds en euros? Absolument. En fait, on a le même rendement que l'on ait versé dans l'année ou que l'on n'ait pas versé dans l'année. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Quand on fait des promotions commerciales parce qu'il y a des périodes, effectivement, quand les taux sont élevés, où il est intéressant pour tous les adhérents à ce que nous fassions une bonne collecte. Et nous les faisons sur les frais sur versement. Et donc, c'est visible, c'est transparent, etc. Et c'est totalement clair. Les bonus sont quelque chose déjà d'inégalitaire et qui est beaucoup, c'est aussi beaucoup moins clair parce que ça dépend totalement de la date du versement au cours de l'année. De donner des bonus qui sont souvent pro rata temporis et de faire cette publicité-là au mois d'octobre, c'est pas toujours d'une honnêteté extraordinaire. On nous demande quel est l'âge moyen d'ouverture d'un contrat. Alors, je le sais en retraite, parce qu'on le regarde régulièrement. C'est jeune, en fait. Il doit être vers 35 ans, en fait, en retraite. En fait.
Parce qu'enfin, avec nos professionnels de santé, maintenant, ça fait partie de l'équipement dès l'installation, ou peu de temps après l'installation, en fait. Et donc, la moyenne avec tout cet équipement dès l'installation et puis quelques équipements tardifs fait qu'on est dans les 35 ans. En assurance vie, on vous le dira, franchement, je ne l'ai pas en tête. D'accord, donc on reviendra avec ce chiffre. Est-ce que la baisse du taux du livret A à 2,50, puis peut-être 2%, va aboutir à plus de collectes en assurance vie selon vous? Alors, en assurance vie, en général, le marché le dira, chez nous, non. Chez nous, non. En fait, on ne se positionne pas du tout en concurrent des livrets réglementés. Le conseil, nous, on est un bon outil de gestion de moyen long terme. Notre modèle économique, notre politique financière est fondée sur le moyen long terme. Et le conseil que l'on donne à nos adhérents, c'est commencez par remplir vos livrets réglementés pour votre épargne de précaution et ensuite mettez de l'argent chez nous. En fait. On est vraiment complémentaires et pas concurrents. En immobilier, quel type d'actifs avez-vous cédé avec une plus-value en 2024? Quel type d'actifs immobiliers dans votre portefeuille dégage le meilleur rendement? Alors, sur 2024, on a cédé des actifs en région. On a poursuivi ces cessions qu'on a initiées maintenant il y a quelques années. Principalement des immeubles de bureaux et puis de loisirs. Ensuite, en termes de rendement, aujourd'hui, c'est plutôt effectivement le loisir, le tourisme qui a offert les meilleurs rendements dans notre portefeuille, et suivi d'assez près de l'immobilier de bureau. Donc, je continue les questions à distance s'il n'y en a pas dans la salle. À quel point le modèle mutualiste sans rémunération des actionnaires est-il un rouage fondamental pour servir un taux élevé? C'est une excellente question et très large. Vous avez 2 heures. Non, vous avez juste 2 minutes. Le modèle mutualiste nous permet de raisonner sur le long terme. C'est vraiment ce qui est fondamental. Nous ne sommes pas du tout obligés d'avoir une rentabilité exceptionnelle à court terme. Nous devons avoir une rentabilité régulière pour conforter nos fonds propres et pouvoir accompagner notre croissance. Mais nous avons cette rentabilité quand il est opportun de l'avoir. Et donc, ce modèle mutualiste nous permet de prendre des risques sur le long terme, sur le financier, nous permet d'allouer pas mal de fonds propres à notre activité d'assurance vie. Et alors, c'est un petit peu technique, on ne l'a pas mis, mais on pourra tout à fait faire un focus sur le sujet. Quand vous faites les benchmarks entre le groupe MACSF et des acteurs cotés, vous voyez qu'on a une excellente rentabilité par rapport à notre activité. On est très optimisé dans tous les domaines, des frais généraux très bas, etc. En revanche, on est dans la moyenne, voire dans la moyenne basse, dans la rentabilité par rapport à nos capitaux. Parce qu'on n'a pas d'obligation de rémunération importante de nos capitaux. On a l'obligation simplement d'une rémunération suffisante pour maintenir nos ratios de solvabilité, etc. Et du coup, on est capable d'allouer beaucoup de capitaux à nos différentes activités, dont l'activité d'assurance vie, et donc de prendre des risques sur l'actif, des risques qui, sur le long terme, profitent à nos adhérents. Et donc, alors que dans une société ayant des obligations de rentabilité sur fonds propres pour verser des dividendes, il y a une bonne partie de cette prise de risque qui revient aux actionnaires et qui ne revient pas aux adhérents. Ouais, j'ajouterais aussi que la chance de MACSF, c'est d'être une mutuelle affinitaire, et donc qui s'inscrit vraiment dans cette communauté des professionnels de santé, ce qui fait qu'on n'a pas des coûts de distribution très importants. Aujourd'hui, on gère le fonds euro à 0,20 de l'encours.
Donc 0,20 de l'encours, c'est sans équivalent sur le marché français. Pourquoi ? Parce que on ne verse pas de commission, on ne fait pas de précompte, etc. Et ça, c'est quand même une différence très très forte. Si vous interrogez nos concurrents sur leurs coûts de distribution, vous verrez que ça n'a rien à voir avec le modèle mutualiste et affinitaire de MACSF. Mais c'est parce que MACSF est reconnu comme un partenaire naturel des professionnels de santé. Donc on n'est pas obligé de faire moult communication, ni d'avoir des réseaux commerciaux très agressifs pour capter cette épargne. Alors, on a une question sur les projets en termes d'unité de compte. Donc, c'était cette année, en 2024, un fonds de dette privée et un fonds à échéance. Est-ce qu'il y en aura encore en 2025 ? Et sinon, qu'est-ce qu'il y aura d'autre de prévu ? Alors on va poursuivre, mais à un rythme très contrôlé, les lancements de nouveaux supports. On arrive quand même un peu au bout des fonds à échéance, puisqu'on a fait 2028, 2030, 2032. C'est tout simplement financièrement pas possible de construire la même chose sur 2034 parce que les émetteurs du segment W émettent pas à des maturités aussi longues, donc il n'y aura pas de nouveaux fonds à échéance. On va prolonger en revanche le 2032 qui continue d'avoir toutes ses justifications et puis qui offre un rendement attractif dans des conditions de marché qui restent favorables. Donc ça, on va le prolonger. Et puis on va réfléchir, donc toujours avec les équipes de Luc que je vois derrière et de Samy, on va réfléchir à lancer en fait un support qui pourrait être un support de performance absolue pour essayer de prendre un peu le relais de tout le succès qu'on avait eu sur les fonds à échéance qui arrivent un peu en bout de course. Et on envisage également, dans la deuxième partie d'année, de continuer de réfléchir, dans la mesure du possible, à des opportunités pour élargir un peu notre offre sur les supports non cotés, mais ça, on verra dans la deuxième partie d'année. C'est un peu là. C'est la commande de moyen terme de l'assureur aux financiers. Vu qu'on a mis du non-coté dans nos profils, il va falloir aussi qu'on diversifie cette part de non-coté dans nos profils, et donc on aura certainement à terme un nouveau support non-coté. Et puis peut-être quand même un point important, c'est que là on en parle et on l'évoque avec vous, mais on échange aussi beaucoup avec nos experts et spécialistes sur le terrain. On a plus de 85 personnes qui sont des très bons conseillers pour nos assurés et avec lesquels on échange pour voir à la fois ce qui nous semble sur le plan assurantiel et sur le plan financier le plus opportun, et puis ce qui leur convient aussi eux. Donc on est un peu dans la période à ce moment-là de l'année où on échange beaucoup avec eux là-dessus pour essayer de déterminer les offres les plus pertinentes. Benoît ? Oui, bonjour ou rebonjour. J'avais plusieurs petites questions qui balayent un peu tout. Sur la partie non cotée, je voulais savoir si les dividendes remontés de CCRE pour 2024 étaient dans cette partie-là, et si oui, de combien ils étaient. Je voulais savoir sur la partie réglementation, vous parliez de combien ça coûte, du coût de la mise en œuvre. Est-ce que vous avez un montant à nous donner sur le coût de cette mise en œuvre, sur la partie réglementation? Et enfin, j'ai lire des discussions avec le groupe Pasteur Mutualité. Je voulais savoir quel type elles étaient et ce que vous pouviez nous en dire aujourd'hui. Merci. On va prendre des questions dans l'ordre, Roger. Bon, sur CCRE, le gros de l'investissement dans CCRE est dans MACSF Assurance, donc il y a seulement un petit bout dans épargne retraite, mais le petit bout qui est dans épargne retraite reçoit bien un dividende et ce dividende contribue bien au rendement du non-coté, mais c'est relativement marginal dans la mesure où l'investissement est porté essentiellement par MACSF Assurance. Alors, combien ça t'a coûté? Oui, alors sur le coup, c'est assez facile parce que ça se traite en billets de 100 000 euros globalement sur chaque prestataire. Donc, et ça, c'est vrai aussi pour les agences de notation. Donc voilà, vous ajoutez à chaque fois, il faut 3 agences, il faut 1 ou 2 prestataires sur l'extra-financier, voire 3, une plateforme, parce que c'est énormément de données. Enfin, nous, aujourd'hui, nos fichiers Excel ne suffisent plus à prendre en compte l'ensemble des données extra-financières et financières. Donc, on est obligé de travailler sur d'autres plateformes. Et à chaque fois que vous avez, c'est minimum
c'est 100 000 euros. Voilà, le ticket, c'est 100 000 euros. Donc, vous faites vite, enfin, c'est 6, 7 fois. Coûte vite Ça va un très million. vite, hein. Ça va très, très vite. Et ça, c'est juste le coût des prestataires. Après, c'est le plan humain où il faut aussi, chez nous, c'est 2 personnes pratiquement à temps plein sur le sujet. Hein. Donc un coût annuel, après une moyenne annuelle, c'est combien? On peut estimer un surcoût à pas loin d'1 million. Ah oui, largement, hein. Voilà, il n'y avait pas d'autres questions. Pasteur Mutualité sont, comme nous, un groupe mutualiste dédié aux professionnels de santé. Donc on a des échanges très réguliers avec eux sur un certain nombre de thématiques, et ce depuis longtemps. Disons que ces échanges se sont un peu accélérés ces 2 dernières années. Et que notre souhait est de construire un partenariat solide avec Pasteur Mutualité. Et je pense que vous en saurez plus bientôt, parce qu'il y a un communiqué de presse qui est prévu cette semaine pour détailler le contenu de ce partenariat. Et donc, il sera publié, je crois, le 9 janvier, ce qui doit être jeudi. Voilà. Jeudi ou vendredi. Et ce sera un communiqué commun qui explicitera encore une fois le contenu de ce partenariat qui est substantiel. Alors j'ai 2 autres questions en ligne. Est-ce que vous vous engagez à maintenir en 2025 le taux du fonds en euros à 3,10 ? On ne peut pas s'engager, enfin, malheureusement. La CPR de provisionner. Ouais, ça nous coûte très cher en solvabilité, donc on se refuse à le faire. Non, enfin, c'est ce qu'on vous a expliqué un petit peu, hein, c'est que on a une révolution forte du portefeuille obligataire qui va s'accélérer parce que les obligations qui viennent à maturité ont des taux de rendement faibles. Et vous voyez qu'on a réinvesti cette année, ce que disait Eric, 4 milliards à un taux moyen de 3,83, je crois. Donc par rapport à des obligations qui viennent à terme et qui sont plutôt autour de 2, vous voyez qu'il y a un gap important. Donc cette révolution, elle va nous permettre quelque part d'asseoir un taux de rendement qui soit satisfaisant. Après, l'obligataire ne suffit pas, parce que même si on investissait, même si on investit à 3,80, ça reste 4 milliards à 3,80 et pas 23 milliards. Donc le rendement aujourd'hui du obligataire du stock, enfin stock plus le flux de cette année, ça va être autour de 2,80, je crois. Peut-être 3 l'année prochaine. 3 moins 0,5, ça fait guère que 2,50. Hein. Donc on n'est pas au 3,10. Donc pour arriver à 3,10, il faut des boosters de performance que sont le côté, le non-côté, les OPCVM, enfin tout ce qu'on vous a détaillé aujourd'hui. Et là-dessus, il est très difficile de faire des pronostics. Est-ce que le private equity repartira en 2025 ? Pour nous, c'est très important, parce que vous avez vu qu'on a une part de non-côté qui est très substantielle. Comment vont se comporter les marchés actions ? Qu'est-ce qui va se passer ? On n'a pas parlé de la Chine, mais c'est aussi un sujet important, parce que le CAC 40 qui était quand même un peu tiré par le luxe, et le luxe, il est très tiré par la Chine. Enfin bon, voilà. Donc la géopolitique est compliquée. Enfin, l'arrivée de Trump, on ne sait pas encore quelles conséquences ça aura sur nos économies à nous, mais on pense que ça ne sera pas forcément très bénéfique. Voilà. Donc, on va s'évertuer à essayer de maintenir ce taux, ce qui sera déjà une performance notable. Et on ne s'attardera pas d'utiliser de la PPB pour le faire. Ouais. Et puis, ce sera peut-être la dernière question. On a 2 questions sur les frais. D'une part, les frais sur versement, et d'autre part, les frais de gestion, et notamment le caractère dégressif en fonction de l'encours. Alors, les frais sur versement, donc, ils sont réglables, en fait, suivant la conjoncture. Et donc, comme la conjoncture actuellement nous
nous permet d'être très ouverts, en fait. C'est l'intérêt de tous les adhérents qui est pas mal de versements, suivant les moments, promotion, pas promotion. Enfin, ils sont inférieurs à 1, quoi, en fait, les frais sur versement actuellement. Les frais sur encours, en fait, on a juste ils sont à 0,5 pour tout le monde, avec juste une particularité contractuelle mise en place à la création du RSMS il y a longtemps maintenant, il y a une bonne quinzaine d'années, voire quasiment 20 ans, je 20 pense, ans, il y a 20 ans. En fait, on a ils sont à 0,45 pour les personnes ayant plus de 400 000 euros sur le RSMS. Donc, c'est juste une petite particularité. Donc, bon, il ne faut pas hésiter à mettre plus de 400 000 euros sur votre SMS. Est-ce qu'il y aurait une toute dernière question dans la salle ou en ligne avant qu'on clôture cette conférence de presse? Non? Bon, on a épuisé toutes les questions. Merci aux intervenants, merci Merci. aux participants et très bonne journée à tous.